Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la 38e déjà du podcast Média Sorare. Média Sorare, c'est un site d'information indépendant sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching. Lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Fabrice, alias Fab Sorare, créateur de contenu et manager très apprécié dans la communauté. Et aujourd'hui, j'accueille Emilien, alias Nailimi, manager également fort sollicité par la communauté et spécialiste entre autres de la MLS. Salut Emilien. Salut Mehdi, comment ça va ? Bah écoute, très bien, je suis très content de t'avoir sur le podcast, ça fait pas mal de temps qu'on échange. Alors pour les auditeurs, je leur explique, on enregistre le podcast toi via WhatsApp, donc la qualité n'est pas top, mais le contenu le sera certainement. Emilien, pour te présenter, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors tout d'abord, oui c'est vrai que donc je m'appelle Emilien. Il y en a beaucoup qui me connaissent sous le pseudo Nélim sur Twitter. Donc j'ai 27 ans, j'habite sur Orléans, donc pas trop loin de Paris. Dans la vie, je suis technico-commercial dans une petite PME. Je m'occupe de 4 départements et à côté, donc je joue au foot et j'ai pas mal de passions. Et donc 4 départements, quoi exactement ? Alors le Orléans où je suis, c'est donc le Loiret, donc je m'occupe du Loiret. Je vais avoir des départements d'Île-de-France dans l'Essonne et la Seine-et-Marne, et l'Eure-et-Loire. Voilà, 4 départements où je gère mon portefeuille client. Ok, et donc là t'as pu agencer ton agenda pour pouvoir être présent pour le podcast. Merci à toi. Donc Emilien, d'origine d'Orléans, très actif quand même sur Twitter, avec quand même une grosse communauté, et j'ai cru comprendre que à la base t'étais pas mal dans les paris. Qu'est-ce qui t'a fait switcher comme ça vers Sorare et surtout de tweeter plus évidemment dans l'univers football, l'univers Sorare, et je vois quasiment plus rien qui touche au paris. Ouais, c'est vrai que j'étais dans les paris sportifs. Je suis arrivé, je crois, en 2020 sur Twitter avec ce compte-là dans les paris sportifs. Dans un premier temps, c'était plus pour partager, voilà, sur des championnats que j'appréciais, bon, comme la MLS, la Chine, l'Australie, enfin des championnats mineurs. Et en fait, petit à petit, j'ai dans la communauté des parieurs, il y a certains tipsters qui parlaient de Sorare, et c'est un de tes compatriotes belges qui m'a fait connaître le jeu. Il s'appelle Kiyu sur Twitter, et je le voyais le vendredi streamer sur des joueurs asiatiques, donc j'en connaissais pas beaucoup à part son Cézinha qu'on connaissait déjà dans les paris sportifs, et je me suis dit écoute, ça a l'air sympa ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Et je suis passé ensuite à l'action. Donc au mois d'avril, j'ai créé un premier compte. Et en fait c'était le premier pump, donc si tu veux, j'ai pas donné suite quand j'ai vu les prix auxquels étaient les cartes. Tu parles de avril 2021. Ouais, avril 2021 pour être précis. Donc en fait, je suis arrivé sur la plateforme, donc c'est vrai que j'ai vu des prix, il y avait que les cartes rares à cette période où c'était assez élevé, et j'étais dans un processus d'achat d'une maison avec ma compagne, donc si tu veux, je me suis dit bon écoute, c'est pas trop le moment, on verra plus tard. Et se passe de avril jusqu'au mois d'août, et je me souviens d'un autre pote qui était dans les paris sportifs, qui est aujourd'hui sur Sorare, c'est Rolly, qui me relance tout début août en me reparlant. Il me dit c'est top, ça fait 2 mois que je joue à ce jeu-là, tu devrais essayer. Et je dis ouais, je connais, mais j'étais pas un profil investisseur. Donc c'était mes premières cryptos quand j'ai acheté mes premières cartes sur Sorare. Donc en fait j'ai recréé un deuxième compte en supprimant l'autre, parce que j'avais fait pas mal d'erreurs. Tu sais, avant t'avais un choix de common par rapport à tes clubs favoris qui était quand même assez important si un jour tu voulais switcher en rare, vu qu'on avait le droit encore à la carte rare au niveau de l'ancienne D4, donc la rare. Et donc j'ai refait un compte, et puis voilà, me débarquer sur Sorare, je crois mi-août, c'est ça, mi-août 2021. Et donc t'as laissé finalement le reste ou non Les paris sportifs, ouais, j'ai totalement stoppé en novembre 2021 où j'ai fait mes derniers paris sportifs. Bon, il y avait pas mal de choses aussi qui faisaient que c'est vrai que je venais d'acheter ma maison. J'étais tombé dans l'addiction du fait que je pariais en fait mécaniquement tous les jours, et j'arrivais plus à couper. Et donc du jour au lendemain, j'ai décidé de stopper, voilà. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que j'ai plus parié. Ça ne me manque pas, puisque j'ai aujourd'hui Sorare qui est une addiction, puisqu'on y passe du temps tous les jours, mais qui est beaucoup plus
raisonnée et mesurée, voilà, qui est pas nocive comme l'étaient les paris sportifs. Ok, super. Peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure justement pour essayer de creuser un peu le sujet et faire une comparaison dessus. Pour terminer ta présentation, tes passions, donc t'as dit t'as ton job, le foot. Est-ce que t'en as encore d'autres? Oui, bah, c'est vrai que je joue au foot dans un club à un niveau assez sympa. Après, oui, j'ai la musique. C'est vrai que je mixais un peu avant, mais j'ai les platines qui sont depuis maintenant 1 an et demi dans les boîtes et qui m'attendent peut-être pour plus tard parce que j'ai acheté, si tu veux, une maison et je me suis pris de passion pour le bricolage, donc ça prend pas mal de temps. Et donc voilà. Et qu'est-ce que tu mixais comme style de musique? Tous les sports. Et qu'est-ce que tu mixais comme style de musique? Oh, c'était principalement de l'électro, tout ce qui est un peu underground, bass house, voilà. Ah ouais, ok. Tout ce type de son-là. Intéressant. Donc t'as pas mal de vinyles aussi chez toi, je présume, ou pas? Non, pas du vinyle, c'est vraiment sur contrôleur ou ordinateur. Voilà. Après j'ai mes platines bien sûr, mais non, j'ai jamais testé sur du vinyle. Ok. On a eu, si je me rappelle bien, Victor Choup, Football Champagne comme invité, et lui aussi DJ. Et si je me rappelle bien, c'était aussi un peu le même style de musique. Donc Sorare, tu as expliqué comment est-ce que tu l'as connu. Quand t'as débarqué dessus, donc pour présenter rapidement ta galerie, donc tu t'es inscrit avec le compte que tu utilises aujourd'hui le 13 août 2021. Tu as à l'heure actuelle 64 cartes limited et 6 cartes rares. Donc ta galerie vaut un peu plus de 1 Ether, 3. Mais bon, c'est tellement fluctuant que c'est vraiment à titre indicatif. Reward winning line-up légèrement inférieur à 20%, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc t'as gagné 71 reward. Et tu m'avais dit, bah écoute Mehdi, je serai ton invité avec la plus petite galerie, et je pensais que ce n'était pas le cas, mais effectivement avec un peu plus d'1 Ether, mais bon, t'as tellement de choses à dire. Quand tu t'es inscrit donc le 13 août, quelle a été ta stratégie? Parce que je présume que t'as voulu d'abord découvrir et puis délaisser le pari. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête quand tu t'es inscrit? Comment est-ce que t'as abordé le jeu? Alors quand je suis arrivé sur le jeu, déjà j'ai fait une erreur, c'est de me lancer tout seul, alors que j'aurais pu, tu vois, j'avais toujours mon pote Rolly qui me conseillait, à qui je demandais des infos, mais qui était aussi débutant sur le jeu. Donc en fait j'ai fait énormément d'erreurs, et toutes les erreurs que quelqu'un qui démarre tout seul va faire. J'ai acheté au plus haut, je voulais jouer plein de divisions. Mais sans avoir de profondeur ou de qualité, sans avoir forcément de gardien. Donc en fait, je suis parti tête baissée sans trop réfléchir de août à novembre. Et puisque en fait c'était en pleine saison MLS, donc j'ai acheté, si tu veux, des cartes MLS, America, pour me faire une ou deux équipes. Et ensuite est venue la fin de la MLS, et donc là, il te reste tes cartes sur les bras. Et toi, t'es nouveau dans le jeu, donc qu'est-ce que t'as envie, c'est de jouer. Mais bon, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de bêtises, beaucoup de bêtises. Et je me suis dit, bon, écoute, maintenant que c'est la trêve MLS, tu vas peut-être te poser et commencer à comprendre le jeu. Donc, de novembre, en gros, à février, février 2022, jusqu'au retour de la MLS, j'ai vraiment rongé Sorare Data, Sorare pour comprendre le jeu, les scorings et autres. Il y avait il y a toujours, d'ailleurs, l'unique. Si tu veux, moi, j'étais pas un profil investisseur, donc j'avais pas un gros capital à mettre d'un coup. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas tenter d'avoir l'unique par rapport à ma communauté. Et donc j'avoue que j'ai un peu spammé mon lien pendant les 3 mois, mon lien de parrainage. J'ai fait beaucoup d'accompagnement sur un Discord avec tous mes filleuls qui sont arrivés sur le jeu pour leur expliquer le jeu bien posément et répondre vraiment à toutes leurs questions et qu'on s'entraide. Et ça m'a permis fin janvier 2021 d'avoir la carte unique. Et quand je l'ai eu, c'était Jonas Martin, je l'ai revendu 0,87 ETH. Donc pour te dire aujourd'hui l'importance que cette carte unique a eu dans mon aventure, quand tu vois la valorisation de ma galerie. Et en fait, l'argent que j'ai récupéré avec cette carte, j'en ai bien sûr fait n'importe quoi de nouveau. Puisque je me suis dit, 0,87 ETH, j'avais jamais eu ça sur mon wallet. Pour moi, c'est une somme assez conséquente, 0,87. Et si tu veux, j'ai acheté un peu n'importe comment. C'est-à-dire que j'ai acheté des cartes, je voulais me faire une championne Europe, équipe America, équipe
Asia, donc j'ai acheté un peu des joueurs moyens partout. Et puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas la bonne stratégie, puisque pour performer à cette époque-là, il fallait vraiment avoir du lourd. Donc c'est à ce moment-là où vers avril 2022 où j'ai décidé vraiment de tout revendre et tout rebâtir sur un roster principalement MLS américain. Je reviens au tout début. Donc quand tu t'es inscrit en août 2021, t'avais acheté des rares, c'est bien ça, parce que non, c'était vraiment de la limited. Je suis arrivé en fait. T'avais directement. Si tu regardes la courbe, c'est là où il y a les limited qui sont sortis. Qui sont sortis. Là, t'as directement sauté dessus. Donc t'avais pas encore acheté de cartes. Donc tu t'es inscrit vraiment quand les limited quasiment sont sortis. Tu t'es directement jeté sur les limited. Est-ce que tu te rappelles un peu du montant que t'avais mis dans le jeu ou plus du tout? Ça s'est fait par petits coups. Alors je t'avoue que j'ai dû mettre, je crois, 500 € sur les 3 premiers mois. Donc à base de 150, 200, et après j'ai vraiment lissé mon investissement sur 2 ans à mettre régulièrement 150, 200 €. Ok. Et alors ta carte unique, enfin la vente de ta carte unique évidemment, t'as solidement aidé parce que c'était 0,87 Ether, mais c'était à l'époque c'était où 1600 €. Ah oui, ok. Ouais, ce qui est quand même pas mal du tout. Et donc une fois que t'as touché ça, t'as tout revendu, vraiment tout revendu. T'as décidé de recommencer à zéro avec cet apport. Ouais, en fait c'est avec cet apport, comme je te disais, j'ai acheté en fait des cartes moyennes un peu partout en Champ America, en Champion America, Champion Asia et même en Champ Europe. Tu vois, j'avais acheté par exemple, je me souviens d'un Wood Weghorst, Akanji. Enfin, c'était pas des joueurs pour performer. Et à cette époque, si t'avais pas, et puis encore aujourd'hui, enfin même si c'est un peu moins le cas, si t'avais pas Kimmich, Mbappé en Champ Europe, c'était impossible quoi, injouable. Ouais, c'est Champ Europe et surtout qu'à l'époque les prix étaient quand même fort élevés. Kimmich il était et Mbappé ils étaient à un Ether en limited à l'époque, non? Ah oui, en février 2022, c'est là où ça a commencé. C'était au plus haut. Mais c'était déjà en limite. Là, on était au top du top. Ouais, exactement, avant la chute. Donc, tu crées une équipe championne, ça fonctionne pas. Bon, qu'est-ce que tu te dis, là? Clairement, quand j'ai mon équipe championne, je fais 4-5 Games Week où je vois j'ai pas de profondeur, je me prends un DNP par-ci par-là. Je crois que j'ai dû avoir juste je crois, j'ai même pas eu de reward avec cette équipe-là. Et au bout de 1 mois et demi, je me dis non, mais c'est pas la bonne stratégie. Et tu connais la MLS depuis 4 ans. Elle est sur Sora, il y a toutes les cartes. Je me dis, mais à un moment, il faut que tu utilises cet avantage. Enfin, tu peux pas continuer à divaguer. Et en gros, j'avais vraiment mal utilisé les 0,87 ETH et puis c'était de la frustration. Donc, j'ai fait appel à je sais plus quel trader, si c'est Super Ousmane, je sais plus, qui m'a racheté à 85% en gros toutes les cartes non américaines que j'avais dans ma galerie. Ok. Et donc là, t'as retouché des Ethers et puis tu t'es jeté uniquement sur le marché MLS. Ouais, je retouche les Ethers, donc du coup, là, je me dis, allez, go, j'avais quelques cartes américaines, donc là, principalement, j'achète tous les joueurs, on va dire, alors pas tout de suite des gros joueurs, en fait, j'achète tous les joueurs qui me paraissent sous-cotés, qui ont des scorings intéressants. Sur cette première saison, on va dire, MLS, où je la joue complètement sur Sora, l'objectif, c'était de performer avec des joueurs, on va dire, pas random, mais des bons joueurs, sans que ce soit les GOAT, tu vois, du Carles Ril, Mouktar, que j'ai acquis justement sur mon objectif, c'était de les acquérir sur l'hiver qui arrivait, parce qu'ils étaient bien trop chers. Là, on était en avril, donc la saison avait commencé, puis les gens faisaient leur move Europe à MLS, et donc je pars sur des joueurs, on va dire, sous-cotés à cette période-là. Ok. Et là, tu performes parce que tu connais très bien le championnat. Les rewards commencent à tomber. Alors c'est pas des grosses rewards, hein. C'est, on va dire, de la T2, T1, mais je fais ma meilleure perf en America avec justement une équipe, je crois que j'ai Jamiro Montero, Ryan Go, qui à cette époque est totalement sous-coté. Je finis 7ème. Une autre Games Week, je crois que je finis 20ème. Pareil avec une équipe vraiment avec ma base qui était au but, André Blake. Et après c'était des joueurs. Ça c'est excellent, ça. C'est pas random, ça. Ouais. Et André Blake, dis-toi, moi c'est un gardien qui m'a ramené le plus de rewards. C'est mon André Blake au but de Philadelphie qui m'a ramené le plus de rewards. Je sais pas si c'est commun, mais c'est une carte que je garderai, je pense, tout le temps. Okay. Et tu mettais tes équipes en America, donc tu les mettais pas en All-Star, ou bien t'avais quoi? T'avais de quoi aligner assez d'équipes pour en mettre une en America et une en All-Star? Ouais, c'était ça. America All-Star. J'avais pas encore j'ai eu un peu de la malchance sur mon
ma U23, j'avais Thomas Sassal qui a été blessé quasiment toute la saison, donc j'avais prévu une U23 qui ne m'a jamais au final servi. Donc oui, c'était AS et America pendant cette saison-là. Ok. Ce changement-là, tu l'as abordé, mais quels étaient au moment de choisir tes joueurs, parce que tu m'as dit juste avant que tu avais commencé à éplucher Sorare Data, etc. Quels étaient les critères de sélection? Ok, tu allais pas prendre les GOAT, on a compris. C'est un peu comme mon retour. Moi, je veux pas acheter les GOAT parce qu'ils sont trop chers, mais je veux acheter des gens, qui me semblent, des joueurs qui me semblent sous-cotés ou bien qui peuvent perfer et faire du AA. Quels étaient un peu tes critères de sélection pour reconstruire ta galerie? Alors, justement, c'était un peu comme toi, c'était de prendre des joueurs qui font du AA. Vraiment, c'est pour moi le AA, je préfère avoir un joueur qui va faire 32 AA qu'avoir un joueur qui va faire un DS par match, les 0,2 AA. Et donc, c'était vraiment de prendre des joueurs qui sont capables de sortir des perfs à 55, 60 minimum avec du AA, parce que tu sais que le jour où ils sont décisifs, que ça va taper très haut. Donc, je suis parti sur des joueurs comme, je me souviens, il y avait un exemple, et c'est toujours le cas, tu vois, Jamiro Montero, qui joue à San José, qui était capable de faire 25 à 32 AA, et puis qui était décisif de temps en temps, et ça montait tout de suite à 80. Donc c'était vraiment avoir des joueurs capables de taper très haut, mais sans aller vraiment très bas, tu vois, sans un gros écartier. Donc de la stabilité pour essayer de viser un maximum de fois les rewards. Exactement. Ok. Donc t'as appliqué ces stratégies-là jusque quand? Est-ce que tu continues à l'appliquer aujourd'hui? Est-ce que tu l'as fait évoluer? Est-ce que tu comptes la faire évoluer? Alors cette stratégie, je l'ai appliquée jusqu'à la fin de saison donc 2022, jusqu'à l'hiver dernier, enfin jusqu'à novembre 2022, j'ai appliqué ça sur mes équipes America, tout en renforçant petit à petit par des achats ou des trades sur des cartes un peu plus UP. Tu vois, ça m'a permis quelques rewards d'acquérir un mec comme Ani Mukhtar, Zela Ryan, et petit à petit, GOAT, quoi, là, maintenant. Vraiment d'étoffer et de switcher vers des gros joueurs, quoi. Ok. Et donc, toujours en MLS ou bien tu t'es un peu ouvert au reste de l'Amérique? Alors jusqu'à la fin de saison, c'était principalement MLS. Après, depuis cet hiver, je me suis un peu ouvert aussi au tout ce qui est Brésil et Argentine, même si c'est moins évident avec les turnovers par rapport aux coupes qu'ils ont en semaine. Avec la Libertadores et j'essaie de limiter quand même. Ok. Est-ce que tu as une stratégie par rapport justement au pic des joueurs américains? Parce que de mon côté, j'en ai une, mais je voudrais savoir si toi t'en as une. Ouais. En America, déjà, moi, il faut savoir que je joue principalement avec un gardien, deux milieux, un attaquant. En général, je prends un défenseur solide, donc soit de MLS, même si c'est plus compliqué, mais argentin, on va dire, pour avoir une base assez solide. Le gardien en MLS, ça commence à performer un peu plus qu'avant. Et ensuite, j'aligne deux gros milieux MLS qui sont souvent décisifs, style Mukhtar, Zela Ryan, et puis devant, un joueur comme Savarino, enfin, tu vois, qui est capable de faire du A et de taper très très haut. Okay. Sachant je regarde les galeries, là, t'as principalement limited. Ouais, tu as Almada. Ouais, en milieu de terrain, t'as ce qu'il faut, quoi. Hein. Entre Almada, Carles Gil, Mukhtar et Zela Ryan, t'as, je vais pas dire les quatre meilleurs, mais pas loin des quatre meilleurs. Et ouais, c'est bien ça. Hein. Et en attaquant, tu as, je vois Juan Hernandez. Ouais, t'as Ricky Puig aussi, hein, qui est quand même aussi un gros milieu de terrain. Ouais, Driussi, Jesus Ferreira, Savarino. Ouais, c'est du très très lourd. T'as Giancumakis. Ouais. Bref, t'as du choix pour aligner quand même pas mal d'équipes à chaque game week. Ouais, t'as Herrera aussi qui est quand même assez énorme cette saison. Ryan Gold. Ah ouais, tu les collectionnes tous en fait. Ouais, au milieu, pour moi le milieu de terrain en MLS fournit tellement d'avantages parce que les joueurs en fait c'est souvent des DP, designated players comme Ben Code l'avait déjà expliqué dans son podcast. C'est les joueurs offensifs en général et c'est ceux qui font le jeu de l'équipe et qui mettent les passes DE, les buts. Ouais, on a une stratégie un peu similaire. Moi, j'essaye comme avant, je touchais pas à ce championnat. Quand je suis revenu, j'ai dit je vais faire des équipes américaines et je privilégie aussi, comme toi, milieu de terrain et attaque, mais MLS. Et par contre, gardien, défense, je vais plus les chercher en Argentine ou au Brésil, avec le risque évidemment, comme tu dis, de rotation et de DNP, parce que la MLS c'est un championnat ultra offensif, et tandis que les championnats en général brésiliens et argentins, c'est quand même plus défensif. Il y a plus de qualité. Enfin, je sais pas s'il y a plus de qualité en défense ou il y a moins de qualité en attaque, mais il y a peut-être un mix des deux. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Ouais, c'est un championnat un petit
petit peu plus fermé, les défenseurs sont plus rugueux, mais c'est vrai qu'offensivement, après pour connaître un peu le championnat argentin, oui, t'as un peu moins de qualité que en MLS, où justement en MLS souvent, tu vois, par exemple, t'as des joueurs qui font la bascule Argentine MLS comme Copetti, même au milieu comme Almada. Souvent la MLS récupère, on va dire, les gros talents sud-américains. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu alignes combien de teams? Donc t'as de quoi faire America, All-Star, peut-être les 3 caps et U23 ou non? Ouais, c'est ça. Alors la 220, non, je ne la joue plus parce que j'y vois pas d'intérêt. Donc oui, AS, America, U23, et puis après Cap 270, MLS Pro, et puis 240. Ok, ça c'est aujourd'hui. Par contre, si j'ai cru comprendre que tu es en train de faire évoluer ta stratégie. C'est ça. Comme tu vois, il y a 6 cartes rares qui sont apparues ce week-end dans ma galerie. Ah ouais, c'est tout simplement neuf. parce que je joue en fait en limited depuis le début. J'avais fait l'achat cet hiver de cartes rares, et 2 semaines après, Sora a fait l'annonce qu'on connaît tous de la modification des paliers en cap 240, ce qui fait qu'en fait je me suis dit allez, je vais démarrer la saison et tester. J'ai vite dépassé le cap. Mon gardien, la situation n'était pas claire, c'était Ivacic. À ce moment-là, il était blessé, il a mis du temps à revenir. Osorio s'est blessé, SKC ne perfait pas avec sa loi, donc j'ai revendu mes cartes rares et je suis reparti full limited pour prendre du plaisir. Sauf qu'en fait, je prends du plaisir avec mes cartes, mais quand je joue à un jeu, j'ai bien progressé. Et en étant full limited, aujourd'hui, pour moi, si tu n'as pas, comme on disait tout à l'heure, les Kimmich, Mbappé, Malcolm, les gros scoreurs, pour moi, tu es bloqué et tu ne progresseras pas dans le jeu. Et tu seras vraiment un joueur. Donc, en fait, j'ai décidé là de me faire une cap 240 rare pour avoir les paliers qui tombent de temps en temps et pouvoir progresser dans le jeu. Et mon objectif, ce serait d'ici, un an, d'avoir une équipe rare America plutôt compétitive. Ok, et complètement quitter alors les limited. Alors, je pas quitté complètement, enfin je suis en réflexion en ce moment, mais je t'avoue que j'aime bien jouer avec Carles Ril, Mouktar. C'est des joueurs que je pourrais pas me payer pour l'instant en rare, donc c'est pour ça que je garde quand même mes limited et des gros joueurs pour vibrer, quoi. Pour me faire plaisir et puis kiffer le jeu, quoi. Ouais, tu regardes beaucoup de matchs? Ouais, la MLS, c'est simple en général. Donc, si j'ai rien prévu le samedi soir à 2h, je regarde jusqu'à c'est 4h30, 5h, jusqu'à ce que ça m'endorme, quoi. Ok, on va venir avec deux, trois écrans, avec 2-3 écrans en même temps. Ah oui, carrément. Et où est-ce que tu vois les matchs? Sur Apple TV, Apple TV, tu as. Ah oui, c'est vrai, la MLS est couverte. Tout à fait. Ah, super, ça. Donc, objectif d'ici un an, avoir une équipe rare America compétitive, en plus de la Cap 240. Comment est-ce que tu choisis pour le moment, justement, pour monter cette équipe? Tu voudrais être prêt pour quand? Au niveau de ta Cap 240 rare? Alors là, déjà, je peux aligner ma Cap 240 ce week-end. Là, j'ai regardé, je peux l'aligner 7 fois sur les 10 prochaines Games Week. Mon objectif, c'est déjà de me trouver un gardien sûr le plus vite possible, parce que là, j'ai pris Quentin Westberg d'Atlanta qui va prendre le poste de Brad Guzan le temps qu'il sera blessé. Mais quand Guzan va revenir, je pense que la situation sera peut-être un peu plus complexe. Donc c'est vraiment, là tu vois, mon équipe rare m'a payé 0,35 ETH à l'achat. Ce qui il y a un an était totalement impensable. Donc c'est aussi ça qui a motivé mon envie d'aller en cap 240. Ouais. Et donc avec les paliers que tu vas prendre, l'objectif c'est, comme tu l'as dit, continuer à faire évoluer ta galerie et l'améliorer. Ouais, mais la faire évoluer en rare. Là en limited, j'ai plus envie de la faire évoluer, c'est ça. Ok, parfait. Je crois que ça me semble assez clair. C'est vous êtes donné la main avec Fab qui était Fabrice qui était mon invité précédent, où lui il va vendre toutes ses rares pour monter une cap 240 super rare. Je sais que vous faites des streams assez régulièrement tous les deux ensemble. Est-ce que vous avez pas mal échangé là-dessus aussi pour arriver finalement à cette conclusion? Ou bien vous avez fait votre petit bonhomme de chemin de chaque côté et ça faisait partie de votre réflexion personnelle? C'est vrai qu'on en a discuté ces dernières semaines pas mal, où Fab lui me parlait d'aller en SR, donc c'est vrai que quand tu vois le palier aujourd'hui en SR, on en a discuté aussi tous les deux il y a déjà quelques temps. C'est non négligeable, et donc je me suis dit c'est vrai que les dernières Games Week ont été catastrophiques de mon côté.
Et donc du coup, je me suis dit, bah en fait, je suis vraiment bloqué dans le jeu. Et ce qui a vraiment motivé mon passage à l'action, c'est il y a un mois, tu vois, j'ai fini 30e ou 33e en AS Limited. Donc j'ai pris une T1. Et j'ai pris Justin Bailo, donc le gardien de Feyenoord, qui ne valait, donc très bon gardien, mais qui ne valait même pas le prix d'un palier. Et c'est là où je me suis dit, attends, 450 points pour avoir une carte qui vaut même pas le prix d'un palier, avec des joueurs limited, je veux dire, j'avais aligné Otamendi, Van Nisek, voilà. Ouais, du lourd. Donc, c'était mon record de points et je me suis dit, non, bah, s'il faut que je fasse mon record de points toutes les semaines pour gagner un palier, autant aller chercher de la stabilité sur une cape de 140 rares, quoi. Ouais, donc il y a quand même l'aspect, je vais dire, entre guillemets, rendement qui joue un petit rôle. Enfin, rendement, on se comprend, hein, rendement pour pouvoir évoluer encore plus dans le jeu. Voilà, c'est la carotte. En fait, la chute des prix des limited, ça fait partie aussi de ta réflexion, certainement. Ah ouais, parce que quand tu vois que juillet 2022, j'étais à 4,5 ETH, en janvier à 3,3 ETH, et sans faire de move, hein, j'avais toujours quasiment une base solide, et là je suis à 1,3 ETH. C'est vrai que tu te dis, ça fait un peu mal. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un peu le pain quotidien depuis depuis plusieurs mois pour tous les managers. C'est vrai que on en a discuté avec Fabrice l'info passée, mais le lister play fait du bien à la stabilisation du marché, mais finalement voilà, les limited, ça continue, parce que j'ai été un petit coup d'œil il y a pas si longtemps, parce qu'il y a pas mal de managers en fait qui ont des belles galeries en rare, super rare, etc., qui ont commencé à se construire une galerie limited pour engranger les SoCoins pour le futur. Ouais. Et j'ai regardé ça, je me disais pourquoi pas, puis finalement j'ai dit non, parce que il faut passer du temps quand même, hein, pour composer ses équipes et tout, sauf si je fais comme Ashoka qui prend des doublons. Donc comme ça, il se casse pas la tête, il fait des recherches pour un joueur, et ça s'applique aussi bien en limited qu'en rare, et pour lui en super rare aussi. Et c'est pas une mauvaise idée, hein. J'ai écouté le podcast, c'est pas une si mauvaise idée sur certains joueurs, comme il dit, même si t'as un DNP de temps en temps, au final, peut-être le joueur 4 fois sur 6, il va être ultra performant. Ouais, surtout que sont lui c'était vraiment des très gros joueurs, les Kimmich, les machins, donc c'était vraiment très costaud. Emilien, on va attaquer. Aussi, dis-moi. Je finir, il y a un dernier truc qui m'a motivé aussi à partir des limited, enfin petit à petit, c'est que ce qui me dérange dans le jeu, c'est qu'aujourd'hui tous les joueurs sont accessibles en limited. Je veux dire, même un Mbappé, hein, aujourd'hui est quasiment accessible à tout le monde, et enfin ça me dérange. Quand tu joues à un jeu, que t'arrives, tu peux tout de suite avoir tous les meilleurs. Bon, c'est sûr que c'est un jeu où on met de l'argent, hein. Voilà, c'est un peu différent, mais il y a ça aussi qui me dérange, c'est le fait qu'il n'y ait pas, tu vois, de progression via le jeu. Je sais pas si je suis trop clair là-dedans. Ouais, tout à fait. Il est trop accessible d'après toi. Ouais. Bah, en même temps, c'est un sujet qui a été abordé maintes et maintes fois, mais c'était un peu l'objectif aussi des limited. C'est justement avoir une porte d'entrée abordable pour les gens qui débarquent dans le jeu. C'est vrai, quand je regarde, je t'avoue que j'avais pas regardé les prix de Mbappé en limited. C'est aujourd'hui, il se négocie autour un peu moins de 400 € si je prends les euros et pas les Ethers. Et alors qu'au mois d'août, on était à 10 fois plus, en fait, tout simplement. Un peu moins de 10 fois. Un peu plus de 3000 € par carte en général quand c'était le mois d'août. Donc ça fait quand même une sacrée différence. On va attaquer ton sujet de prédilection, et tu m'as proposé, et je trouve ça très très bien, de se spécialiser. C'est un sujet qui a déjà été abordé, mais plus pour l'Asie, mais de se spécialiser dans une ou deux ligues pour vraiment avoir un avantage, un edge sur les autres managers. Voilà, tu peux développer ton sujet. Évidemment, je vais te poser des questions, des retours par rapport à ce que tu vas dire. Ça marche. N'hésite pas à me couper, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne pas mal. Donc oui, c'est vrai que comme moi, je suis spécialisé, enfin on va dire, oui, j'aime pas dire ce mot-là, mais si je suis spécialisé dans la MLS, je suis la MLS au quotidien, et c'est vrai que aujourd'hui, moi j'y vois beaucoup d'avantages, si tu veux, de suivre une seule compétition vraiment assidûment tous les jours en
regardant toutes les infos qui s'y passent, parce que on est dans un jeu où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cartes similaires et il faut avoir des éléments différenciants. Et l'avantage pour moi d'être sur une ligue, c'est que tu vas avoir la connaissance déjà parfaite de quasiment tous les joueurs irréels en IRL, ce qui est ultra important quand tu fais ton choix d'achat. C'est-à-dire que quand tu vois les joueurs jouer, si tu croises avec son Data et les stats et que ça match, ça te permet de te faire une idée un petit peu plus précise sur la qualité du joueur en SO5 et dans le championnat, quoi. Il y a aussi le fait qu'il faut pas négliger quand t'es débutant. Moi, tu vois, quand je suis arrivé débutant, donc j'ai acheté un peu en MLS, je suis parti un peu partout. Même si on suit le football européen, aujourd'hui, moi, je peux pas avoir les infos de l'Ajax, du Real, du Barça, sinon, j'engage une équipe de scouts sur Twitter, si tu veux, pour me tenir informé. Où tu passes énormément d'heures. Donc, clairement, moi, c'est pour ça que aujourd'hui, je suis vraiment la MLS. J'ai ma liste de suivi avec tous les suiveurs des clubs et de l'écosystème de la MLS. Donc, j'ai quasiment heure par heure, si je vais sur ma liste, toutes les infos qui sortent sur les blessés. Bien sûr, on en loupe de temps en temps, mais ça limite énormément. L'avantage aussi, c'est que tu passes moins de temps à scouter. Quand tu scoutes sur 10 divisions, 10 ligues, tu y passes beaucoup plus de temps. Quand tu scoutes sur une seule division, déjà tu connais les joueurs. Et en plus, tu peux savoir si le joueur est en sur-régime, en sous-régime. Et dans ton passage à l'achat, tu seras beaucoup plus efficace. Je veux dire, à un moment, c'est pareil. Quand tu as un joueur qui est en embrouille avec le coach, en fin de contrat, retour de suspension, t'as plein de choses où des gens vont paniquer, alors qu'en fait, il y a pas de raison. Tu vois, hier, j'ai encore NL Gallo, qui est bien connu sur Twitter, qui est venu me demander il se passe quoi avec Héctor Herrera. Donc Héctor Herrera qui a scoré très très fort, comme tu l'as dit tout à l'heure en MLS sur le début de saison. Il a été suspendu au dernier match, son prix s'est écroulé. Et lui il me dit t'es sûr, il n'y a pas de blessure? Non, il n'y a pas de blessure. C'est juste que le marché a surréagi parce que il a été suspendu et qu'il est revenu et qu'il a fait certainement 59 au lieu de faire 80 par rapport au début de saison, quoi. Et là tu parlais des limited ou des rares? En limited, là, je te parle principalement en limited. Ouais, parce que le marché en limited est excessivement réactif. Ouais. C'est ça. Donc, mais du coup, tu vois, si tu suis, tu sais que le gars va prendre un rouge. T'as vraiment un passage à l'achat qui peut être motivé, alors que sur SD des fois ça t'indique, tu sais, t'as la croix blessée. Quelqu'un peut croire qu'il est blessé ou il est sorti en cours de match, il va le vendre au rabais, quoi. Et aussi le gros avantage, c'est t'as une période sur la période des transferts qui est une de mes préférées, où tu as l'information d'une rumeur ou d'un transfert en avance sur peut-être 90% des joueurs Sora. Et ça, sur des joueurs qui arrivent d'Europe en direction de la MLS, où tu sais qu'en général ça performe, c'est vraiment ultra intéressant. Et je le vois parce que moi je suis donc la MLS assidûment, mais je m'intéresse depuis 3 ans à la CSL, donc la division chinoise. Ouais. Les gens vont peut-être se dire, il est un peu barjot, lui, il suit des championnats bizarres. Depuis combien de temps tu dis? Depuis 3 ans? Ouais, j'ai commencé avec les paris sportifs à suivre. Oui, c'est comme ça que tu as découvert. CSL, et puis là il y a Sorar China maintenant, et puis plusieurs autres suiveurs. Et tu vois dans ma galerie, t'as Nga2, tu vas avoir Leonardo. C'est des joueurs qui jouaient dans en Belgique ou en K-League. Et aujourd'hui, quand tu connais la qualité des joueurs et que tu sais que le championnat chinois c'est niveau national 2, national pour les meilleures équipes, tu sais que les mecs vont se promener, vont faire DS sur DS et faire beaucoup de A. Donc moi c'est des red flags clairement quand je vois un joueur européen qui va en Chine. Pour moi, si le mec était déjà méta en Europe, tu vois, c'est hop, c'est passe à l'achat, quoi. Et ça, c'est des choses où beaucoup de gens qui connaissent pas peut-être être réticents, donc tu peux en bénéficier, tu peux avoir des meilleurs prix. Et il y a un gros point important aussi pour moi de se spécialiser dans une ligue, c'est que t'atténues énormément la frustration en SO5. Quand tu joues avec des joueurs que tu apprécies et que tu regardes jouer. Pour moi, de mon point de vue, je joue parfois un peu trop à la fake d'ailleurs mes line-up. Mais par exemple, tu vois, si j'ai un Ali Mokhtar qui fait 2 matchs pourris, je vais pas lui en vouloir parce que le gars, 8 fois sur 10, il va être ultra performant, quoi. Bien sûr. T'es pas un peu biaisé parfois en regardant les matchs? Parce que bon, il y a des joueurs qui sont impressionnants quand tu les vois jouer, mais qui sont pas forcément méta-Sora pour le jeu. Et parfois, ça peut créer des billets où on se dit, je vais l'acheter parce que vraiment il a du potentiel, mais est-ce qu'il est méta-Sora? Parce que finalement, soit on achète le joueur parce qu'on aime bien et puis c'est ok. En général, quand on achète un joueur, c'est parce qu'on pense qu'il peut nous faire performer en fantasy. Et comment est-ce que tu gères cet aspect-là?
Alors justement, c'est intéressant que tu apportes cette question parce que tu vois, il y a, comme tu dis, bah tu vois, on prenait l'exemple de Mouktar, qui est un joueur qui est pas Metasorar. Il fait très peu de AA ou même un Christian Espinoza, mais tu sais que c'est des joueurs tellement au-dessus du niveau de la ligue qu'en fait ils vont être décisifs quasiment à tous les matchs. Souvent, quoi. Ouais. Donc en fait, tu t'assures quasiment un DS par match avec ces gars-là qui ont des stats ahurissantes. Mais après, oui, tu as justement l'avantage de bien connaître la ligue, c'est que tu peux avoir des joueurs qui sont ultra métasorares, mais qui vont être irréels, qui vont pas être des très grands joueurs. Moi, j'ai du mal encore à acheter, si tu veux, ces joueurs-là parce que j'aime bien regarder mes joueurs et quand j'ai un joueur qui, même s'il est métasorar, qu'il est pas terrible en vrai, ça me dérange un peu. C'est un point qui me dérange sur Sora. Après, j'avoue que pour le SO5, des fois, faut faire des sacrifices. Ok, donc quand même t'es pas focus 100% manager Sorare, il y a quand même un peu cet affect et Ouais. parce que t'aimes bien regarder tes joueurs jouer et donc voilà, t'as pas envie de voir des joueurs dans ta galerie qui piquent les yeux en Ouais. IRL quoi. Bah, ouais, non, mais c'est exactement ça. J'aime bien. Je veux dire, quand je regarde un match de foot, tu vois, et encore plus si je regarde un match où j'ai un ou deux joueurs, tu vois, qui jouent sur ma line-up Sorare, j'aime bien voir des joueurs sympas qui vont faire des bons matchs plutôt que voir un Graham Suzy complètement rôti à Kansas City qu'on voit descendre de 40 mètres du but, qui prend à chaque fois comment une attempt assist ou une passe avant une frappe. Enfin, ça m'intéresse pas si tu veux. Même s'il fait des Même scores s'il est pas ultra mal. méta. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et Et puis, ça te pose pas un problème parce que tu te dis pas parce que justement je n'arrive pas à acheter des joueurs finalement que j'aime pas regarder jouer. Est-ce que tu trouves pas que tu te mets un handicap dans le jeu de fantasy dans le SO5? Non, parce que je pense que tu peux trouver quand même des joueurs qui performent et que t'aimes bien voir jouer. Donc c'est Ouais, pas, t'as un point. c'est pas un point qui me dérange. Ok. Non mais c'est un avis qui est tout à fait valable. Et donc quand tu te spécialises, si on revient par exemple à la Chine, parce que c'est vrai que c'est un championnat qui a jamais été abordé, qui est couvert par Sorare mais dont les cartes ne sont pas émises. Est-ce que tu regardes aussi pas mal de matchs de la Chinese Super League? Ouais, bah là tu vois, cet après-midi par exemple, je suis au bureau, donc je vais avoir en fond un match de Chinese Super League pour suivre mes joueurs. Et c'est vrai que l'avantage des joueurs, comme je te disais, c'est qu'en fait ils sont tellement au-dessus. Nga2, qui était déjà méta en Belgique. Là, il est tout autant en Chine, même s'il a eu un début compliqué. Enfin, c'est des points importants pour moi où tu peux faire la différence dans le SO5 avec des gens qui vont suivre, tu vois, la G League ou la K League. En plus, on connaît la K League aujourd'hui, les problèmes au niveau du scoring. Mais en Chine, tu sais que c'est des joueurs par qui tout va passer, que ce soit offensivement ou défensivement. Tellement ils sont au-dessus du niveau. Bon, on connaît tous les Romulo, les Davidson, ces joueurs qui sont ultra méta Sorare. Parmi le championnat vient de reprendre. Là, quels sont les joueurs? Bon, t'as parlé d'Enga 2. Moi, j'avais hésité à le prendre. Et au début de la saison, je crois, les 2-3 premiers matchs, ses scoring, c'était un peu pourri. Là, ça va apparemment beaucoup mieux. Quels sont les joueurs qui t'ont étonné et que tu conseillerais, peut-être pas d'acheter, mais de regarder en Chinese Super League? Parce qu'il y avait un gars aussi, je crois, du Dynamo Zagreb, je crois, qui est parti là-bas. Ouais. Ah, t'as Ademi, ouais, je l'ai. Ouais, Ademi, c'est ça. C'est en dents de scie. Après, il joue dans une équipe à Pékin qui est assez dominante et très solide à domicile. Après, il y a un joueur que j'avais déjà vu jouer quelques fois en Liga, c'est Fran Merida, qui est vraiment pas mal, qui joue aussi à Pékin. Et puis devant, tu as la légende chinoise Voulet, qui a joué aussi en Liga à l'Espagnol Barcelone, avec Fran Merida, qui joue dans la plus grosse équipe à Shanghai. Et c'est quasiment, le mec est vu comme une légende, comme un demi-dieu là-bas en Chine par les supporters, quoi. C'est un des seuls joueurs, enfin c'est peut-être, je crois, même le seul joueur chinois à avoir été aussi bon en Europe, quoi. Et tu regardes autant la Chine maintenant que la MLS? Bon, c'est des championnats, non? Non, mais tu suis quand même tes joueurs. Vu que j'aimais parier dessus, en fait, c'est plus ce côté plaisir où c'est pas du foot fantasy, mais voilà, tu vois, l'équipe 1 dans laquelle je joue, dans le club où je joue, c'est de la Nationale 2. Je regarde de la Nationale 2 et de la CSL, je vois les mêmes matchs, donc c'est plus histoire de kiffer Sorare avec des joueurs bien méta. Et puis, donc c'est très faible comme championnat. Si tu la compares, compares au championnat japonais ou coréen. En fait, t'as tellement de différences. Tu vois, tu vas avoir Shanghai qui va être ou Pékin, ça va être des grosses équipes qui vont avoir un bon niveau, mais tu vas avoir des équipes en
fond de tableau en Chine, c'est du niveau national 2, pas de tableau, quoi. C'est vraiment très très faible. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai tout de suite saisi l'occasion, avant le début du championnat, d'aller chercher quelques joueurs pour jouer en Asie qui jouent là-bas, parce que je sais qu'ils vont se promener toute la saison. Et c'est aussi parce que le calendrier est quasiment calé sur la MLS. Ok, Donc donc ça te permet d'avoir plus de diversité plus de choix dans tes line-up, quoi. Tout à fait. Vas-y, je te laisse continuer maintenant. Donc spécialisé MLS. Quels sont les autres points pour toi, il faut faire vraiment attention quand on construit une galerie, à part la spécialisation dans quelques championnats? C'est vrai que quand tu arrives sur une division, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Sora Data, tu mets le classement et tu regardes les joueurs qui scorent le mieux jusqu'aux joueurs qui scorent le moins bien. Mais le truc, c'est que quand tu connais pas forcément les joueurs, tu sais pas s'ils sont en sur-régime ou pas. La MLS, faut savoir que tous les ans, par exemple, les cartes sont rebattues vu que c'est une ligue fermée. Je vais pas refaire l'explication que Pencott avait déjà donné, mais en fait c'est une ligue fermée, donc toutes les équipes ont le même budget sauf sur les designated players, donc les gros joueurs. En fait tous les ans tout est rebattu, et ça par exemple tu vois c'est un détail, si tu le sais pas, tu peux te dire ce joueur-là il a encore 4 ans de contrat, pendant 4 ans il va être bon, alors que pas forcément. Et après moi je vois aussi un avantage sur tu vois aujourd'hui les caps, c'est vrai que c'est ultra intéressant de très bien connaître un championnat et d'avoir les infos avant, quand tu sais que par exemple un joueur comme en début de saison, tu vois, Joao Polo qui avait les croisés, tu sais que c'est un joueur ultra méta à Seattle qui est important, tu le récupères, il a un L15 à 0, et t'as des gens, des fois ils vont se dire je sais pas ce qu'il a, j'y vais pas, tu sais, ça fait toujours peur, même moi le premier, si je vais aller sur de la Bundesliga ou de la Première Ligue, je vais pas forcément avoir l'info, je vais voir un joueur qui a un L15 à 15 ou à 20, je vais me dire je vais me méfier, je vais pas forcément passer à l'achat, alors que ça se trouve dans 2-3 semaines il est de retour et il va cartonner. Je vois. Une petite question, justement, toi qui mange énormément de matchs MLS. D'après toi, qu'est-ce qui explique que des joueurs comme Bouanga, ok, c'était un bon joueur quand Saint-Étienne performait bien, etc. Je peux prendre aussi un Joao Klaus, qui lui, je vais pas être mauvais, mais il avait un surnom souvent utilisé en Belgique, c'est la chèvre du Standard. Comment est-ce que tu expliques que des joueurs comme ça performent autant? Bon, Klaus c'est un peu moins le cas, mais quand même, il a quand même très bien débuté la saison. Comment est-ce que tu peux expliquer que deux joueurs comme ça performent aussi bien en MLS, et à côté, tu prends un Insigne qui était, champion du monde, champion d'Europe c'est sûr, qui cartonnait dans un des meilleurs clubs européens. Bon, on sait très bien qu'il a quelques soucis de santé, mais il survole pas la MLS comme on l'aurait pensé. Moi, je regarde pas d'MLS, donc je te pose vraiment la question comme ça. Est-ce que tu aurais une explication? Oui, pour Insigne, je pense qu'il va la survoler. C'est juste que là, il revient de blessure. Tu vois, il a encore joué hier, il a marqué en coupe. Donc, je me fais pas trop de soucis. Je pense que quand il va être affûté, il sera comme Bouanga et d'autres comme Klaus qui arrivent. Tout d'abord parce que, alors Bouanga, le style de la MLS en fait est parfait pour lui. Il l'a même dit en interview. C'est un joueur de transition, donc quand tu sais qu'en MLS il y a des espaces dans tous les sens dans les dos des défenses, tu sais qu'un gars comme Bouanga qui va vite, qui est puissant et qui se trompe pas trop devant le but, il va avoir plein d'opportunités. Il y a aussi le fait qu'il joue, faut pas l'oublier, dans la meilleure équipe de MLS. C'est plus facile quand t'es entouré des joueurs qu'il a autour de lui, avec des très gros joueurs de performer. Et puis il y a aussi que c'est pas le niveau européen la MLS. Aujourd'hui, les joueurs MLS s'exportent de plus en plus, mais t'en as pas énormément, à part Tati Castellanos qui ont performé en Europe cette saison après un transfert. Quand tu vois Djordje Mihailovic, il est sur le banc à la Z Alkmaar alors qu'il roulait sur le championnat dans une équipe comme Chicago. Donc c'est pour ça, faut relativiser quand même le niveau de la MLS. Des Bouzio d'ailleurs, je sais pas ce qu'il est devenu là, Gianluca Bouzio, il était à Venise et puis qui ça fait Gianluca Bouzio. Bouzio, lui c'est pareil. C'était un joueur, s'il était resté en MLS, aujourd'hui il exploserait, et il a pas été patient, quoi. Et tu vois, le prochain gros transfert qu'on devrait avoir cet été, c'est Thiago Almada. Sauf que Thiago Almada, il manque encore de consistance à mes yeux, et moi qui regarde tous les matchs d'Atlanta, des fois il passe à travers de son match, quoi. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Le niveau européen est quand même bien au-dessus du niveau MLS aujourd'hui. Et quand on voit, comment il s'appelait, la Kolbasa
Bassett, qui était à Feyenoord, et puis finalement il est revenu en MLS. Niveau trop... Il y en a un qui est pas mal, c'est Ricardo Pepi, là. Il a fait quand même une belle saison avec Groningen, alors que Groningen, il descend en Ligue 2 néerlandaise. Lui était quand même assez impressionnant. Mais tu vois, c'est dans un championnat secondaire. Quand il était à Augsbourg, il était à la cave et il était inexistant. Donc c'est voilà, le seul vraiment là qui sur les dernières saisons est impressionnant, c'est Castellanos qui était à New York, parce que mine de rien, il a attendu jusqu'à ses 24 ans d'être prêt pour aller en Europe. Ouais. Et souvent les joueurs, les agents ont tendance à faire partir rapidement leurs joueurs. Tu vois, l'agent d'Almada, on sait très bien qu'ils aiment bien l'argent tous les deux, et que prime à la signature et compagnie, c'est toujours intéressant. Donc des fois, tu as des motivations un peu autres que le football, comme tu vois Brenner qui a signé à l'Udinese. J'adore le joueur, mais je mets pas ma main coupée qui va performer en Europe. Au contraire, moi je pense qu'il va faire un bid à l'Udinese. Surtout il était pas ultra dominant non plus en MLS. Non, c'est un joueur, c'est un bon joueur, mais cette saison, je pense qu'il a plus la tête de toute façon à la MLS, mais c'est un bon joueur. Mais quand tu connais justement, tu as l'avantage de connaître la MLS. Moi, je le suis depuis qu'il est à Sao Paulo, Brenner. Donc déjà, faut savoir que c'est un Sud-Américain brésilien. Qui dit Sud-Américain brésilien, c'est des joueurs qui sortent de la misère. Faut pas avoir peur de le dire. Et lui, depuis qu'il a 18 ans, son objectif, c'est de partir en Europe et de gagner beaucoup d'argent. Donc je pense que l'argent a quand même motivé aussi rapidement son départ, et j'attends de voir sur le plan sportif ce que ça donnera. Mais tu as beaucoup de joueurs de MLS, quand tu sais que par exemple tu compares les salaires, j'en discutais avec un abonné l'autre jour qui me demandait Ali Mouktar combien il gagne. Ali Mouktar, il gagne 1,2 million à l'année, alors que c'est le MVP, meilleur joueur, pendant qu'un Insigne va prendre 14 millions, tu vois. Donc c'est incomparable. C'est là, des fois tu as des transferts de gros joueurs de MLS vers de l'Europe, tu te dis mais pourquoi il part alors qu'il surdomine le championnat? Parce qu'il va chercher l'argent, quoi. Ouais, c'est étonnant, parce qu'il y avait cette histoire de salary cap, quoi. C'est ça. T'es obligé de ne pas dépasser le montant maximum comme en NBA. 4,8 millions ils ont. Sauf pour les 3 DP. Ouais, les 3 les joueurs désignés, effectivement. Est-ce que t'as des choses encore à ajouter? Par exemple, les périodes de mercato, de rumeurs, etc. Je présume que t'es au taquet. Est-ce que t'es très actif à cette période-là? Oui, à cette période-là, c'est vrai que l'avantage, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, t'as les infos avant 80% des gens sur ton championnat, ou la rumeur, ça te permet d'aller acheter des joueurs sans les FOMO, tu vois, quand l'officialisation est sortie, et puis ça te permet de faire des bonnes affaires, que ce soit en achat-revente, où c'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est vrai que sur une période de mercato, c'est des fois les fenêtres intéressantes pour faire ces petites plus-values. Et puis quand ça peut aussi te faire économiser de l'argent quand tu sais qu'un joueur va potentiellement partir en Europe de MLS, quoi. Ouais. Et tu fais de l'achat-revente à cette période-là, ou bien non, tu poses tes pions pour la saison? Très peu, ouais. Comme tu dis, je pose plus mes pions à voir un peu, de voir comment les effectifs aussi se composent avec les départs, les arrivées. Tu peux te faire une idée sur les équipes, te dire là ils ont bien renforcé, là où ils avaient des petits soucis, là ils ont pas renforcé, donc peut-être que ça va être compliqué, et puis d'ajuster ton roster, quoi. Est-ce que tu as d'autres avantages encore à avancer par rapport à la spécification et la spécialisation dans un ou deux championnats? Pas plus que ça, mais vraiment, principalement que ça t'évite énormément d'erreurs, et que pour moi tu atténues vraiment la frustration, on va dire, quand tu joues ensuite au SO5. T'arrives à anticiper les rotations aussi MLS, parce que il y a pas mal d'équipes MLS qui sont en coupe américaine, CONCACAF. Est-ce que t'arrives aussi à lire, en suivant un championnat de près, lire un peu ce que le coach va faire? Principalement tous les DNP que j'ai pris là sur les dernières semaines, ça concerne pas la MLS, sauf tu vois un Driussi ce week-end où t'apprends au moment de la composition qu'il est out, et t'as pas eu l'info avant. Mais sinon c'est quasiment que les championnats argentins qui me plombent à chaque fois sur un DNP. En MLS j'en ai pas en tête sur une info que j'ai pas, parce qu'après c'est pareil, tu sais que t'as des joueurs qui bougent quasiment jamais de l'effectif, et tu en as d'autres sur des postes un peu plus sensibles, donc c'est les joueurs que t'évites d'avoir dans ta galerie. Je vais te poser une question concrète, parce que c'est un exemple qui me concerne d'un joueur. J'ai acheté Chiellini. Alors Chiellini, qui est défenseur dans une des plus grosses équipes, donc
donc on a parlé à la même équipe que Bouanga, Los Angeles. Il y a Aaron Long et je crois Diogo Palacios ou un truc comme ça dans le... comment est-ce que tu lis les... Murillo, c'est ça, pardon, qui jouait... Lui, il était Anderlecht, lui, c'est le même Jesus Murillo qui était Anderlecht, je pense, non? C'était jour-là. Non, c'est encore un autre? je suis pas sûr. Il arrive de Colombie, lui, je crois. Ouais, il était Si aussi... je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie. Non, d'Anderlecht, c'était Michael Murillo. Voilà. Donc, Jesus Murillo. Comment est-ce que tu vois la rotation, là, dans cette équipe-là? Parce que je voyais au début, avant que Chiellini se blesse, il était souvent en match CONCACAF. Comment est-ce que tu lis, à la place du coach, comment est-ce que il entrevoit la rotation, d'après toi? Alors, déjà, il faut savoir une chose, que je l'avais tweeté il y a quelques temps. Le Chiellini, son corps ne peut plus jouer sur des synthétiques. Quand tu sais que déjà, t'as 7-8 équipes qui ont des synthétiques en MLS, tu sais que déjà que dans la saison, Chiellini, sur 34 matchs de phase régulière, tu vas avoir 10-15 matchs où il va pas pouvoir jouer. Donc ça déjà c'est un critère à prendre en compte. Ensuite, tu sais qu'ils ont pris Aaron Long, qui est un défenseur international américain, qui a une très bonne cote aux États-Unis, qui est plutôt correct sur le début de saison avec Murillo. Pour moi, Chiellini, c'est le joueur pour faire tourner. C'est le troisième dans la hiérarchie. Donc, c'est le genre de joueur où je vais vraiment pas aller prendre de risques dessus. Même si quand il joue, il met des très bons scores. Tu vois, j'ai acheté Aaron Long, moi, par exemple, en rare. Moi, j'ai acheté Chiellini en super rare parce qu'il était vraiment pas cher. Et je me dis, de temps en temps, je pourrais l'utiliser. Mais donc voilà. Mais ça, c'est cette compliqué, info là, par exemple, à savoir quand le coach va l'aligner, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc ça répond pas à ma question là. Donc tu me conseillerais de le vendre et d'attendre. Après, s'il y a un blessé. Mais par contre, tu vois, l'info avec les terrains synthétiques, c'est vraiment très très intéressant. Et ça, tu sais trouver cette information pour voir quels sont les... Ouais, non, c'est quelque chose où, par exemple, je pense que peu de personnes le savent. Et demain, t'alignes ton Chiellini et tu vois qu'il joue pas alors qu'il est apte et qu'il est sur le banc, tu vas pas comprendre alors que le coach l'a dit et il jouera jamais sur synthétique parce que son corps, il peut plus. Okay. C'est un détail qui compte quand même dans une saison à 34 matchs où t'en as 15 potentiellement en moins, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc ça, tu sais trouver l'information, je présume, sur le net, voir quels sont les stades qui ont un vrai gazon et ceux qui ont un gazon synthétique. C'est ça. Bon, je vais chercher ça. J'avais fait un post, je te l'enverrai, j'avais fait un post où je les avais mis. Cool, magnifique. Ah ouais, non, là, tu détailles tout dans le moindre jeu. Est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose? Je pense qu'on a pas mal je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Dis, avant de passer au questionnaire rapide, je voudrais revenir au tout début, les différences, parce qu'il y en a beaucoup qui font encore des comparaisons entre les paris sportifs et Sorare. Donc toi, comme tu l'as dit, t'as complètement délaissé les paris sportifs et t'as gardé, cette envie de regarder des matchs, etc., mais dans le cadre de Sorare. Quelles sont pour toi les principales différences entre les deux, justement? Parce qu'il y en a, évidemment. Oui, il y en a. Alors, moi déjà c'est que ta carte elle t'appartient tout le temps où tu la conserves. Ton pari c'est quitte ou double, on va dire, quitte ou triple, voilà, suivant la cote. Donc ta carte, c'est vrai qu'elle peut durer, tu peux la garder toute la carrière de ton joueur, elle ne sera jamais perdue. Je trouve que tu lisses mieux également la variance à mes yeux sur Sorare. Après, il y en a qui seront certainement pas d'accord, puisque dans les paris sportifs, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un seul événement. Là, tu gères 5 joueurs, donc 5 événements, même si moi, je trouve que j'ai plus de stabilité, en tout cas, à aligner certains joueurs. Après, moi, les paris sportifs, c'était aussi que ça devenait néfaste pour moi, donc c'est plus Sorare, c'était une bouffée d'air, et ça me permettait de suivre plus de joueurs aussi que un seul joueur, parce que je pariais beaucoup sur les buteurs. Donc là, au final, ça me permet de suivre 5 joueurs ou peut-être 20 joueurs dans une journée et de regarder un peu tous les matchs, quoi. Ouais, vraiment passionné de foot aussi à la télé, quoi. Ouais. Alors, je t'avoue que je regarde beaucoup moins de foot européen, sauf le PSG, qui est le club que je supporte depuis que je suis gamin, mais je regarde le PSG et la MLS quasi, puis la Ligue des Champions. Mais sinon, je regarde très peu de football européen. D'autres matchs, ouais. T'en consommes assez, et puis pendant la nuit, tu dois te lever pendant la nuit aussi pour voir les matchs MLS. Donc c'est pas facile. Ouais. Je t'avais vu très réactif d'ailleurs dernièrement sur Twitter par rapport à la situation au PSG. Ouais. Cette situation très remontée d'ailleurs. Ah ouais, c'est un peu, ça fait quelques saisons que c'est une vaste blague, mais là c'est le pompon cette année, je pense. Ouais, espérons que ils font table rase. Je veux pas dire une nouvelle fois parce qu'ils ont pas vraiment fait table rase comme il faudrait le faire.
pour repartir sur des bonnes bases. Mais tous les étés. Ouais, le mercato ici, il est chaque fois très mouvementé, mais celui-ci, à mon avis, il sera particulièrement explosif, je pense. Oh, je l'espère. Ah, le cri du cœur. Le cri du cœur. Ok, Emilien. Bah écoute, on va attaquer le questionnaire rapide de l'invité. Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, pourquoi tu le ou l'es choisi? Alors dans la vie réelle, ma passion pour le PSG m'a amené à avoir plusieurs idoles en fonction de la période de ma vie, on va dire. Ça a commencé avec Ronaldinho, c'est lui qui m'a fait aimer le PSG, clairement. J'étais tout gamin, tu vois, un joueur comme ça, tu deviens amoureux du joueur et puis tu t'apprends à connaître le club. Et puis après, il y a eu celui que je pense que j'ai le plus admiré, c'est Paoletta. Paoletta qui était un buteur incroyable au PSG. C'était le genre de joueur, il suffisait de 2 ballons par match pour te mettre 2 buts et tu le voyais pas plus que ça, mais je trouvais ce joueur incroyable et qui avait vraiment, c'était l'âme de l'équipe. En plus, il a joué à une époque au PSG où c'était les périodes noires. Et puis il y a eu bien sûr Di Maria qui est un joueur que j'admire, gaucher, la sensibilité gaucher, là j'adore. Donc voilà. Et sur Sorare, c'est Zelarayan de Columbus que déjà il est très très fort IRL et je le trouve vraiment incroyable aussi sur son scoring, où ça tape vraiment très haut quand il est décisif, quoi. Ouais, moi je l'avais, Lucas Zelarayan. Le seul souci, peut-être que ça va mieux cette saison, mais le seul souci c'était, il était souvent blessé comme joueur. Pas très longtemps, mais souvent. Je fais pas tant attention que ça. Je trouve que ça va depuis 1 an. C'était un peu son défaut, mais écoute, il s'est renforcé physiquement, tant mieux. Donc Zelarayan en vrai, et c'est tout. Ouais, Zelarayan. Bah après, il y en a pas mal d'autres. Hein, si tu veux sur Sorare, je pourrais t'en faire une liste, mais lui c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Tu te tapes parmi les joueurs que j'ai. Qui sort du lot. Alors ton plus beau résultat? Alors mon plus beau résultat, c'était une 7e place en America l'année dernière avec une équipe un peu random, mais je dirais que celle que j'ai fait il y a 1 mois en Limited, ma 33e place en AS, où je bats mon record, je fais 455 points. C'était assez dingue. Et c'est là où, comme je te dis, j'ai pris conscience que c'est devenu injouable les Limited. Fallait que mes joueurs fassent quasiment tous 90 pour performer. Donc c'était aussi effrayant. J'étais très content, mais aussi un peu effrayé de me dire, s'il faut faire ça toutes les semaines pour avoir ça, c'est compliqué. Ouais, donc autant cap 240 rare. C'est ça, clairement c'est ça. Je peux comprendre surtout que t'es dans le jeu depuis quand même longtemps, hein. Ça va faire bientôt 2 ans. Donc t'as fait tes gammes en limited, on va dire ça comme ça. C'est ça. Même s'il y en a qui adorent toujours, s'il se prend un Snieg, le roi des limited, il veut continuer en limited et qui fait avec tous ses plus gros joueurs. Voilà, c'est comment dire, une appréhension, une position par rapport au jeu qui est, chacun a sa stratégie, a sa position, a son regard par rapport au jeu qui doit être respecté effectivement, et c'est ça qui fait la richesse de Sorare aussi. Alors ta plus belle récompense, c'est ça, avec tes 450 points valeur palier? Non, à l'époque ça valait plus quand même. Parce que en vérité, mes 2 grosses perfs, j'ai eu 2 gardiens, donc Justin Bailo et Martin Paes. Donc j'ai jamais eu de Hollandais, on va dire, au tirage. J'ai jamais eu de très gros joueurs. Je pense que le plus gros joueur que j'ai eu, et je vais faire une petite dédicace à mon pote Guestar que t'as eu il y a pas longtemps, c'est Sho Sasaki, sur une 100e place je crois en AS. Je l'ai revendu, mais lui c'était vraiment du très très lourd et très gros scoreur en Asie, quoi. Ouais, et ça l'est toujours d'ailleurs. De ce que j'ai vu, ça a l'air encore très 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 costaud. Ouais. Ton plus gros coup de poisse? Eh bien, mon plus gros coup de poisse, alors en Games Week, j'en ai tout le temps. J'en ai encore un aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle. J'apprends que mon AS est cuite parce que Joseph de Souza, tu vois, est blessé 2 semaines en Chine, avec Pékin, tu vois. C'est ce qui m'arrive en ce moment, toutes les semaines, j'ai une petite info comme ça. Mais sinon, mon plus gros poisse hors SO5, c'est un misclick. J'ai acheté Ivacic cet hiver à 0.0832 TH en limited. Donc bien joué à celui qui avait mis le 8 devant le 3, parce que sinon il était à 0.032 et moi je l'ai cliqué à 0.0832, et il se trouve que en fait du coup pour moi dans ma tête j'avais encore 0.05 et d'autres joueurs à acheter, et j'ai essayé de cliquer pendant presque 24 heures pour acheter d'autres joueurs et rafraîchir ma page, à dire qu'est-ce qui s'est passé, où ont disparu mes 0.05, avant de m'en rendre compte le lendemain qu'en fait ils avaient servi pour l'achat de Ivacic.
Ouais, ça arrive Ouais. et Fab, je pense. Mais c'est vrai, quand ça t'arrive et que tu comprends pas tout ouais, de suite, ça tu te fait dis, drôle. mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, malheureusement, de temps en temps, ça arrive. Moi, je me rappelle c'était aux enchères, mais au moment où les cartes, ça flambait et il y a un gars qui avait mis un étherme, je sais plus pour quelle carte, au lieu de 0.1. T'imagines? Waouh, À la je douille. te vois venir. Ah ouais, la douille. En plus, c'était un joueur vraiment, ouais, à 0.1 à l'époque, tu pouvais pas avoir du super lourd et il met un éther dessus et c'était aux enchères, malheureusement. Et une fois que c'est aux enchères, c'est foutu, hein. Là, tu peux plus revenir en arrière, tu peux pas Ouais, contacter totalement. Sora. Désolé, j'ai déconné. Donc oui, vraiment faire attention quand on enchérit ou bien ou qu'on achète un joueur. C'est Ton ça. joueur ou tes joueurs à suivre. Alors le principal joueur, je vais te donner un jeune joueur et un joueur un peu plus aguerri. On va commencer par le jeune. Ça va être Cucho Hernandez de Columbus qui fait la paire avec Zela Ryan, qui revient de blessure là qui est revenu au dernier match. C'est un joueur qui arrive de Watford, qui a connu l'Europe, qui est aussi au-dessus du championnat, qui avait été très très bon l'année dernière et je pense que cette année Columbus peut aller viser très haut avec lui et Zela Ryan. Donc je dirais Cucho Hernandez sur les jeunes joueurs. Et ensuite pour moi, le joueur qui est le plus sous-coté en America, voire même dans le jeu, dans Sorare, c'est Christian Espinoza de San José. Je sais pas si tu connais, Mehdi, mais Si. Enfin, je vois ses scorings qui sont assez impressionnants. En fait, tu l'as dit les tout gens à l'heure, il sont- fait pas énormément de AA, mais il est Ouais. quasiment décisif à tous les matchs. Ouais. C'est ça. Et il joue à l'inverse, tu vois, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un mec comme lui par rapport à comme un mec comme Espinoza ou Mukhtar, à l'inverse on va dire d'un joueur comme Bonga, parce que c'est des mecs, il n'y a que eux dans l'équipe, en fait, offensivement. Si tu les retires de l'équipe, je pense que offensivement, Nashville et San José, c'est le néant, il se passe rien, quoi. Ou très peu de choses. Et c'est là où tu dis, les mecs sont vraiment forts, et Christian Espinoza, quand tu vois son prix, alors il score mieux que Mukhtar, il vaut 4 fois moins cher en limited jeu. Et il doit valoir 3 fois moins cher en rare. Donc c'est là où tu vois l'avantage de connaître un championnat, bah, c'est que tu sais que bah, pour 4 fois moins cher, tu peux avoir le scoring de Mukhtar. Je vois. Et donc lui, tu le conseilles. Ah, J'ai lui bien pour compris. moi, Guestar, il l'a depuis un mois. Je pense qu'il en est pas déçu. Et s'il y a bien un joueur, vous pouvez cliquer les yeux fermés en MLS, c'est Christian Espinoza. Et en me semble comme ça, vous rétablirez la vérité, vous remettrez son prix où il doit être. Moi, je vais m'intéresser encore à lui, parce que je cherche Ouais. encore un milieu. Et alors, dernière question, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, j'aurais pas mal de choses à lui dire. Déjà, lui dire, le remercier pour le jeu. On peut critiquer et se plaindre quasiment toutes les semaines sur Sorare. Faut pas oublier qu'on se plaint parce qu'on adore le jeu et qu'on est content qu'il existe. Maintenant, moi, je lui demanderais s'il a prévu de nous mettre un peu de fun dans le jeu et même sur les cartes. T'en parlais avec Ashoka, avoir des cartes animées, des cartes joueurs du mois, tu vois, un peu comme sur FUT. Moi, je veux dire, demain, tu mets un joueur de MLS, Joseph Martinez, qui fait sa célébration, ou Mukhtar, je suis prêt à les payer un peu plus cher sur une belle carte, tu vois, qui va me faire kiffer que d'avoir les cartes lambda que tout le monde a, quoi. Et Ouais. puis, bah après, je lui demanderai pourquoi il a capé les diff pro régionales, tu vois. T'as déjà une cap de 170, pourquoi t'as mis un cap de 170 sur la MLS Pro ou la Serie A Pro, alors que c'est là où on pourrait s'affronter avec toutes nos meilleures cartes avec les collègues, et puis bah, tu nous mets comme en spécialiste, peut-être une division ou avec un pool qui nous fait rêver, quoi. Je trouve on manque de fun dans le jeu. Ça manque de fun et de nous faire rêver, quoi. Ouais. Pourtant, ils ont fait des Tu vois, efforts, encore, mais pour toi, c'est pas suffisant. Ouais, tu vois, comme hier, ils sortent une division spéciale MLS, là, kick-off, enfin non, c'est pas de la kick-off, mais weekly, Non, il y a une la weekly aussi, MLS. non? Ouais, c'est la weekly MLS, réservée aux Ouais. rares et aux super rares et aux uniques. Bah, je comprends pas. Et Paul me répond sur Twitter, bah, l'année dernière, elles étaient réservées aux limited. Mais pourquoi, en fait, vous faites pas à toutes les raretés? Enfin, à un moment, pour moi, je sais pas si tu veux vendre du rêve. Là, tu crées de la frustration alors que t'as moyen de créer un truc qui fait kiffer les gens, quoi. Bah, pour C'est ça qui est- la weekly Lyon, là, en VIP, là, tu pouvais tout mélanger, quoi. Aussi bien les uniques, les super rares, les c'est rares, pour les ça, je trouve limited. ça dommage. Ou alors, je sais pas, bah, tu mets deux limited, une rare,
enfin je sais pas, fait un truc où ça puisse toucher tout le monde et faire rêver un peu tout le monde, quoi. Moi c'est ça que je reprocherais à Nicolas Julia, que je dirais, c'est que ton jeu pour l'instant il est bien, mais il ne vend pas du rêve du tout, quoi. Autour de toi, parce que t'as quand même une grosse communauté, si t'as obtenu une carte unique, c'est que t'as eu au moins 30 filleuls, tu en as certainement plus. Je présume que vous avez pas mal échangé ces derniers mois. Qu'est-ce qui ressort le plus des discussions que t'as pu avoir avec tes filleuls ou bien avec des personnes qui découvrent le jeu ou qui veulent découvrir le jeu? Alors il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur au moment du changement des paliers, et puis depuis 2 mois là, quand tu as eu la chute des prix qui n'a pas cessé, enfin qui aujourd'hui s'est stabilisée, mais plus ou moins, mais qui a été importante. J'en ai quelques-uns il y a quelques-uns de mes filleuls qui ont quitté le jeu parce que ils voulaient, comme ils disaient, limiter les pertes, quoi. Et le problème, moi, c'est que tu vois, mes filleuls sont arrivés donc en 2000, presque au pire moment, parce qu'en fait ils sont arrivés sur l'hiver 2021 à 2022, donc c'est là où en gros t'as eu la chute des prix, mais t'avais encore les paliers, et après tout s'est enchaîné avec changement des paliers, donc qui dit changement de palier, changement de stratégie, et il y en a beaucoup qui ont trouvé ça trop de changements en peu de temps, il n'y avait pas assez de stabilité, et c'était beaucoup de la crainte sur ceux qui sont toujours là, c'est plus à quelle sauce on va être mangé demain, quoi. Ouais. Parce que, et ça a évolué avec le temps, là, ou c'est toujours un peu ce sentiment-là? Là, ça s'est un peu calmé quand même, avec dernièrement le e-store play qui a l'air d'avoir un peu calmé les ardeurs des vendeurs. Même moi, je trouve les prix se sont stabilisés. Après, ils sont pas stabilisés forcément au niveau où on le voulait, où on le pensait. Mais bon, je préfère ça qu'être dans un marché qui est tout le temps en perpétuelle baisse. C'est un peu mieux quand c'est la performance du joueur, comme disait Nicolas Julia, qui fait varier le prix, quoi. Exactement. Je trouve que c'est une bonne conclusion, ça. On va attaquer la toute dernière partie. Donc, les questions qui ont été posées par tes followers. Je vais vite les parcourir. Adidas Victor, quel budget minimum faut-il pour monter une cape 240 rare en MLS? Comment construire cette cape 240? Majorité de joueurs avec L15 aussi entre 46-50, donc avec des notes moyennes régulières ou un écart type avec un moins 40 et plus 60 dans l'équipe. Alors j'avais répondu que il y aura déjà pas mal d'éléments parce que c'était le sujet de prédilection de Fabrice, de Fab Sora. Mais voilà, qu'est-ce que toi tu aurais envie de lui répondre? Écoute, ça tombe bien la question, puisque moi je m'en suis fait une avec la MLS, et comme je disais un peu plus tôt, à l'achat mes joueurs m'ont coûté 0,35 ETH, donc ça doit faire quoi, 650 € à peu près, je pense, que pour une cape 240. Après bien sûr t'as de la rotation à faire en fonction du L15 de tes joueurs, mais t'as toujours des traders comme Powell ou autres qui peuvent t'aider, quoi. Ouais. Et les critères de sélection, par exemple tes milieux, etc., est-ce que tu cherchais plus des joueurs à stabilité? Moi je prends à terme, c'est vrai que j'aimerais avoir un gardien solide, mais solide en tant que titulaire, qui a un scoring à aller à 45 quasiment tous les matchs, et après avoir un gros attaquant, et puis après j'ai envie de te dire, pas tu bricoles, mais au milieu et en défense t'as tellement de choix à pas cher aujourd'hui que tu peux bricoler une équipe assez correcte, hein. Alors, question de DB. Bon, avant, Emilien venait des paris sportifs avec sa commu. A-t-il lâché? Bon, tu as répondu à cette question. Ouais. Pourquoi ce revirement faire so rare, et a-t-il la même adrénaline en jouant à notre jeu favori? Je pense que tu l'as prouvé. Totalement, ouais. Alors on va pas se mentir, la MLS est encore méconnue en France. En quelques mots, comment pourrait-il la vendre aux non-initiés pour leur donner l'envie de s'y intéresser? Alors donc la MLS, il faut savoir que c'est un championnat, donc c'est une ligue fermée. Déjà, ça veut dire que tu as un budget restreint pour toutes les équipes, sauf 3 designated players. Et ces designated players, souvent ce sont des très gros joueurs, comme Insigne, Bernardeschi, Bouanga ou autres, qui sont dans 90% du temps des milieux offensifs attaquants. Ce qui fait qu'en fait, ça rend la MLS assez spectaculaire, puisque les attaquants sont de très grande qualité, et les défenseurs, même si qu'il y a du mieux dernièrement, c'est pas les plus grands joueurs, et c'est pour ça qu'on voit souvent beaucoup de buts. Mais vu que les clubs travaillent plutôt bien, dernièrement tu vois un peu moins de buts. Mais bon, la MLS, je veux dire, tu peux avoir un match avec 7-8 buts, c'est pas étonnant, quoi. Tu te dis au contraire, c'est de la MLS. Donc c'est vraiment un championnat spectaculaire, c'est le choix à l'américaine de toute façon. C'est un peu comme tous les autres sports américains, il faut du spectacle et que ça soit pas ennuyant, quoi. Ouais. Je vais pas me faire des amis, mais il y a quand même le baseball que je trouve toujours ennuyant. Malgré tout. C'est quand j'ai envie de dormir, que j'arrive pas à m'endormir, je mets un bon match de baseball et puis je suis vite parti, quoi.
J'ai jamais essayé, je me suis même pas intéressé un petit peu sur Sora. C'est vraiment Ah, pas moi un non sport qui plus, moi m'attire, non alors plus, que parce que... beaucoup ils s'y prennent et ont l'air de bien l'aimer. Oui, parce que c'est encore peu connu. Peut-être qu'il y a des bons coups à faire. Il y a quelques managers qui ont suivi, je vais dire, des séances de rattrapage pour se préparer à la nouvelle saison. Et c'est très bien. Moi, je connais. Enfin, ça fait des années que je m'intéresse vraiment longtemps au baseball de temps en temps. Mais le truc, j'aime bien de temps en temps de regarder un match. Mais quand je vais aux États-Unis, parce que t'as l'atmosphère quand même qui est spéciale. Mais de chez moi, non. Je préfère regarder de la NBA, évidemment, de la NFL ou même de la NHL, mais le baseball, c'est voilà, de temps en temps tu t'exclames, mais c'est quand même beaucoup moins souvent si je le compare à la NBA où t'as des paniers en permanence. Enfin bref, c'est question de goût, voilà. Tout à fait. Question de Propitech, ton parcours de footballeur pro. Bon, tu joues quand même à un bon niveau si c'est National 2 quand même. Hein. Ouais, bah après pas professionnel du tout, non, je joue mais bon, en t'as jamais participé à des fives mais... organisés sur Paris pour montrer tes talents? C'est pas si loin, mais c'est vrai que pour aller faire un five, faire une heure et demie de route, un peu moins, mais ça fait un peu loin quand même pour le five, alors que j'ai déjà 3 entraînements dans la semaine et un match. Tu joues à quel poste? Je jouais latéral gauche et cette saison j'ai été repositionné défenseur central. Ah ouais, gros changement quand même. Non. Franchement, ça se fait plutôt bien. Tu t'acclimates bien. C'est souvent que ça se fait. Alors il met son plaisir sur la MLS et de partager un max d'infos. Bah, ça c'est fait. Et son côté, Jacques Dutronc avec son retournement de veste concernant la team Palier rare. Ah ouais, t'étais très négatif par rapport à une team Palier. En fait, alors je vais te le dire, je vais le dire peut-être un peu vulgairement, mais les caps, ça m'emmerde. Tu peux pas savoir à quel point... Moi, j'ai envie de jouer avec mes cartes, de mettre mes meilleurs joueurs, de kiffer et d'utiliser toutes mes cartes. Et les caps, mais qu'est-ce que ça me prend la tête? Et je déteste ça. En plus, le pool est même pas intéressant, limited. Enfin bref, je vais pas épiloguer sur les caps, mais ouais, les caps, là j'y vais vraiment en Americap, en cap 240 pour évoluer dans le jeu, mais sinon c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ok, parce que c'est prise de tête, que tu dois toujours t'adapter. Et pourtant, t'adores le jeu, parce qu'en général, ceux qui aiment beaucoup le jeu, mais moi, je veux jouer ils aiment bien la cape parce que ça permet de goûter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc toi, tu rajoutes en fait une difficulté. Tous mes gros joueurs en même temps, quoi. Ouais. Donc toi, tu rajoutes en fait une difficulté supplémentaire parce que non seulement la cap, on est obligé d'adapter, sa galerie, de prendre des joueurs pour tomber juste en dessous de 240, mais en plus, ça doit être un joueur qui doit te plaire. Donc tu. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Bon écoute, c'est ton choix. Et penses-tu faire un top score suite à l'enregistrement de ce podcast? Il faut quand même que ça continue. Donc je croise les doigts, on verra bien. Tu me tiendras au courant. Pas sur cette Games Week, comme je t'ai dit là, j'ai pris un DNP c'est compliqué. pas prévu. On verra ce week-end. Bon, je croise les doigts pour toi pour la Game Week prochaine ou la Game Week encore d'après. Et alors, j'ai encore 2 questions. Question de Guest Star, donc qui dit quel élément t'a fait de nouveau changer de stratégie, mais je pense que tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est le fait d'avoir tapé 455 points, d'avoir gagné une carte qui vaut à peine la valeur du palier en rare. Ah bah c'est exactement ça, en fait, je me suis dit... C'est le point de bascule. Ouais, c'est vraiment ce qui a commencé à me motiver, et puis les échanges avec Fab dernièrement m'ont fait passer à l'action, quoi. Alors, dernière question de Bolivar. Bonjour, toi qui le vois tous les week-ends, jusqu'où peut aller Thiago Almada et dans quel club aimerais-tu le voir évoluer en Europe? Mais bon, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que pour toi, il est pas encore prêt, mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à Bolivar? Je pense qu'il a eu une énorme cote avec le fait que faut pas oublier qu'il soit champion du monde. Après, moi, je vois la rumeur Naples, ça me plaît pas trop, je sais pas. Enfin, je t'avoue que c'est un peu encore une énigme parce c'est un peu un ovni, hein. En MLS, il est arrivé, il a performé, mais est-ce qu'il confirmera en Europe? Comme je le disais tout à l'heure, je sais pas. Moi, je le verrais plutôt sur un club, tu vois, type Feyenoord, Ajax, pour polir un peu le diamant, quoi, ou Benfica. Quand je joue à Naples ou si c'est un club de première ligue, ça me fait un peu peur. Ok. On arrive à la fin. Emilien, merci pour ce moment. Je sais pas si tu veux rajouter une conclusion avant qu'on se quitte. Non, écoute, merci à toi, Mehdi. Franchement, pour l'invitation. J'ai écouté tous les podcasts que tu sors depuis 2 ans. J'en réécoute même des fois de temps en temps pour un peu voir l'évolution de ce que les gens pensent sur Sora. Donc c'est vrai que c'est passé aujourd'hui, c'est un réel plaisir et je tenais à te remercier pour ce podcast qu'on attend tous toutes les 2 semaines avec impatience. Écoute,
écoute, ça me fait super plaisir et je suis très content de t'avoir eu aussi enfin sur podcast parce que ça fait quand même quelques temps qu'on échange tous les deux. Et puis quand j'ai fait ce poll où je demandais à la communauté un peu qui voulait avoir sur le podcast, bah, t'étais sorti évidemment dans les très très hauts. Et je comprends pourquoi, parce que ça a été un plaisir d'échanger. Merci Emilien pour ce bon moment et on se dit à très bientôt. À bientôt Mehdi, merci. Encore merci à Emilien et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorare.